Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, sur la chaîne After-Foot sur YouTube. Nous sommes en direct bien sûr dans l'After, premier podcast de France, première radio de France. Le soir, l'émission qui vous garantit une liberté d'expression totale à tous les supporters. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Florent Gautreau est là. Salut Florent. Salut à tous. Jimmy Brown est là. Salut Jimmy. Salut Gilbert, bonsoir à tous. L'événement ce soir, les gars, c'est la présence parmi nous de Pablo Longoria. Il est en duplex avec nous depuis Marseille en compagnie de Florent Germain. Bonsoir Florent d'abord, qui est notre correspondant à Marseille, bien sûr. Oui, salut les amis, salut à tous en belle Salut compagnie. Ici à la commanderie, à côté de Pablo Longoria, effectivement. Pablo Longoria, bonsoir. Et bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir. Merci d'être avec nous Pablo, d'autant que c'est une journée chargée à Marseille puisque le mercato se termine officiellement dans une heure, donc on est ravis de vous avoir avec nous pour parler mercato, parler de la saison de Marseille, de la gouvernance du foot français, de tous les sujets du moment bien sûr, et puis après 23h on ira faire un tour du mercato dans tous les autres clubs avec Fabrice Hawkins qui sera avec nous, et puis si vous voulez poser vos questions à Pablo Longoria, le chat YouTube est là, Direct Studio est là également. Parce que le mercato relaye. a été tellement chargé, Fabrice Hawkins ce soir minuit, il jette le téléphone. Oui, Il marche plus son téléphone. exactement. C'était la folie. Il y a tellement eu de mouvements dans les clubs ce week-end. Je pense qu'il n'a pas dormi. Rennes a battu le record de Lyon l'hiver dernier. Lyon l'hiver dernier avait fait 7 arrivées. Rennes en est à 10. Donc on en parlera tout à l'heure parce que c'est assez étonnant en effet. Bon, démarrons sur Marseille, évidemment. Pablo Longoria, vous aussi, vous avez eu une journée chargée avec de belles arrivées. Bon, quand même une journée chargée. Dans ces moments, bon, ça manque qu'une heure à la fermeture du mercato. Pour petit rappel, ça clôture aujourd'hui à 22h59. Donc tout le monde en fait attention, comme je m'imagine tous les restes du club. Journée chargée avec un potentiel mouvement en arrivée, une signature et surtout des sorties comme celle de Bamomité, qui s'est déjà officialisée. Et bon, on attend un peu la situation d'Isma Koné. Oui, Pablo Longoria me confiait, Gilbert, qu'il avait donné toutes les instructions concernant Ismaël Benasser, parce que c'est l'un des dossiers Bien sûr. forts, on vous en parle depuis le milieu de l'après-midi. Effectivement, il y a un accord, je crois, entre toutes les parties, mais simplement, il faut que ça travaille avec les avocats. Le dossier est dans les mains maintenant des avocats, Pablo. On est dans les mains maintenant de toute la documentation, de tout le travail de tous les juristes, de tous les clubs. Donc, on espère d'arriver bien au gong. Donc avant 23h, en direct dans l'after, on aura la confirmation que c'est bon normalement. Ou pas? Qui ça On va Petite frayeur là, petite frayeur chez les considérer que supporters. c'est fait. On va considérer que c'est fait. Pablo Longoria, personnellement, je m'attendais pas à autant de mouvements dans ce mercato d'hiver parce que l'équipe fonctionne bien, elle est installée à la 2e place. Sauf catastrophe monumentale, l'OM sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors ma question c'est, est-ce que justement c'est parce qu'on est obligé d'envisager que l'OM soit en Ligue des Champions l'année prochaine qu'on prend par anticipation déjà des mesures en pensant à construire l'équipe, en pensant à la Ligue des Champions déjà l'année prochaine, parce qu'il faut anticiper? Non, pour moi, naturellement, c'est un mix de situations. Non, c'est le travail dans l'anticipation pour l'avenir. Ça c'est bien sûr. Mais c'est surtout aussi de chercher de régler des différentes situations avec des temps de jeu limités sur des différents joueurs. Et spécialement chercher toujours de renforcer l'équipe dans un mercato, qu'on peut dire que tous les mercatos dans les mois de janvier sont toujours compliqués. Tout d'abord, ça manque encore 14 matchs. On doit rester compétitif, on doit rester les pieds sur terre, continuer à travailler, continuer à faire le boulot. Alors vous parliez de Koné tout à l'heure, donc Ismaël Koné, qui lui part à Rennes, un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 14 millions. Là, c'est les chiffres de nos reporters, notamment de Florent. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres, Pablo, vous pouvez nous expliquer que c'est pas les bons, mais voilà les chiffres qu'on a en tout cas. Benasser, pourquoi Benasser dans un secteur de jeu où vous avez déjà pas mal de monde, puisque Rongier, Hochberg, Rabiot. Rabiot qui à la base est un milieu de terrain quand même. Bilal Nadir qui est en pleine éclosion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au milieu. Donc pourquoi faire venir ce joueur de Milan? C'est vrai qu'on joue avec des lignes dans le milieu de terrain dans lesquelles Rabiot il joue un cran au-dessus, dans ses positions aussi avec Greenwood. C'est vrai qu'on considère avec tous les différents mouvements, non, parce que c'est vrai qu'on a cherché de remplacer Lilian Brassier.
Il arrive Luis Felipe qui peut remplacer théoriquement Bamo Meite. Donc, ça arrive un moment dans lequel, si tu considères Geoffrey Kondogbia un défenseur central, c'est vrai que pour avoir plus d'alternatives à donner au coach dans le milieu de terrain, après, comme toujours, c'est à lui de faire ses choix. Tu dois avoir des différents profils au milieu du terrain. Et on considère qu'un joueur organisateur, un numéro 6, c'est quelque chose d'intéressant dans lequel on pouvait donner au coach un joueur encore complémentaire avec des caractéristiques que ça marche bien, on croit, avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir approfondir dans une opération comme ça. Et dites-moi, il y a des finalement en attendant toujours que tous les documents soient bien signés. Oui, bien sûr, en attente de l'officialisation. On se rend compte quand même, et finalement ça fait 3 ans que vous êtes à Marseille, que c'est pas toujours facile de définir le profil du joueur qui va s'épanouir à l'OM, parce que on en a vu arriver et repartir. Pour l'instant, vous vous en tirez bien parce que vous arrivez à revendre au même prix que vous avez acheté, même des joueurs qui n'ont pas réussi, donc ça c'est positif. Mais il y a des profils qui ont du mal. Cette année, on a vu Wai, pas fait pour l'OM, Brassier, pas fait pour l'OM. Au moment où vous les prenez, vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver, que ce n'est pas un contexte fait pour eux? Normalement, dans les moments que tu signes un joueur, tu considères et tu es convaincu à 100% que ce sont des joueurs qui vont te donner de la performance sportive. Oui. Après, comme vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre. Marseille, c'est un contexte particulier. L'OM, c'est un contexte particulier, spécialement les niveaux d'attente qu'il y a toujours autour du club. C'est un niveau de pression qui s'est élevé. C'est quelque chose dans lequel tu dois avoir en considération. Il y a des joueurs que le mental, la performance, le travail, la quotidiennité les fait bien être à l'OM. Parfois, il y a des situations que tu dois chercher de corriger pour le bien de tout le monde. Spécialement toujours en tenant en considération un bilan financier que toujours tu dois rentrer dans tous les différents paliers. Non? Mais c'est vrai que, pour prolonger la question de Daniel à l'instant, quand on regarde les joueurs, Pablo, qui donnent vraiment entière satisfaction, ce sont des joueurs presque confirmés déjà. Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood dans un registre un petit peu différent, mais il n'y avait aucun doute sur sa qualité. Je pourrais rajouter même Geronimo Rulli. Quelque part, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut réussir à Marseille que quand on a déjà ce background, cette expérience, et que parfois le défi il est trop relevé pour des joueurs qui sont des paris, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur lesquels vous avez presque acté un échec au bout de 6 mois. Mais à dire la vérité, à Marseille, il faut toujours du temps. L'exemple, ça peut être Luis Enrique. Si on prend un exemple d'un joueur qui a subi des difficultés initiales, après avec un prêt au Botafogo, petit à petit, tu t'adaptes à tous les niveaux compétitifs qu'il y a dans les clubs. Non? Pour moi, c'est une question simple. Et c'est aussi une partie de l'analyse qu'on doit faire. C'est vrai que pour jouer à l'OM et dans un stade comme le Vélodrome, que c'est magique, non? Hier, le coach l'a dit, tu as besoin d'avoir une personnalité qui c'est très fort. Au même moment, l'économie actuelle du monde du football, ça t'oblige à faire du trading des joueurs, à chercher des plus-values, à chercher de faire un modèle économique dans lequel tu dois toujours penser en des situations qui sont très importantes. Non? Numéro 1, c'est la trésorerie, que c'est la demande la plus forte à court terme. Par contre, tu dois penser aussi sur une question de compte de résultats à la fin de la saison, dans laquelle tu dois chercher quand même, avec toute la problématique, et on peut rentrer plus tard naturellement, de colmer un peu les déficits qu'il a le football français dans ce moment, et que c'est quelque chose dans lequel, dans ta compte de résultats, la plus-value sur les différents joueurs, c'est quelque chose que c'est fondamental, je crois, pour la totalité des clubs français. Et Pablo Longoria, une question sur Pogba, puisque le nom a beaucoup été cité dans le mercato possible, le mercato marseillais. Est-ce qu'il y a eu une chance à un moment ou à un autre que Pogba rejoigne l'OM? Parce que là, vous parlez de personnalité. Pogba, il a la personnalité et l'expérience pour s'imposer à Marseille. Est-ce qu'il a encore le niveau? C'est autre chose. Écoutez, moi, quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu'un que j'apprécie énormément et dans lequel j'ai le plaisir de travailler avec lui à la Juventus, et je porte un respect énorme. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans lesquelles une sanction sportive jusqu'à le mois de mars, dans lesquelles tu dois toujours chercher de comment maximiser tous tes recursos économiques à court terme pour bien finir la saison.
Donc ça veut dire que T'as pas la Pogba. réponse, Florent. Ouais. C'est marrant, comme il y a eu un silence, on n'était pas content de la réponse. En fait, ça veut dire que ça se Il y a quelque chose. Là, il viendra pas, mais Si ça se fait, ce sera peut-être l'été prochain. mais là, parce qu'il y a beaucoup de supporters évidemment qui l'espéraient, qui attendaient, qui espéraient peut-être une surprise même pour aujourd'hui, pourquoi pas, si ça avait été fait dans le plus grand secret. Mais ça veut dire que là, économiquement, ça n'est pas possible, ou sportivement, ça n'est pas votre souhait. Non, c'est une question plutôt de mettre en considération tous les différentes questions, non? Quel est l'avantage de porter un joueur avec ses caractères, ses experts internationaux et ses niveaux footballistiques et aussi caractériels? Je crois que c'est important. Mais en même temps, tu dois tenir les équilibres à l'intérieur de ton groupe, tu dois tenir une dynamique sportive. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. Après, dans les moments qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés, j'ai fait une conférence de presse dans laquelle Flo il était présent. L'important, c'est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive. Au même moment que tu dois tenir les comptes économiques et au même moment que tu dois tenir aussi la volonté qu'on a tout le monde de Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, à moi personnellement, de chercher de donner les meilleures armes possibles à l'entraîneur. Non? Et après, juste une anecdote, c'est que je crois que ça remonte à 1 an et demi. Il y avait une rumeur un peu folle, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, l'OM doit se positionner, etc. Et je me souviens, ça m'avait frappé, Pablo, parce que forcément, nous, journalistes, on faisait le métier, on passait des coups de fil. Et malgré tout, vous vouliez jamais dire non, l'OM ne va pas se positionner sur Cristiano Ronaldo. C'est comme là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas dire non, l'OM ne va pas aller sur Paul Pogba. Vous ne voulez presque pas prononcer cette phrase-là. Alors, je ne sais pas si ça entretient un faux suspense, mais en tout cas, c'est comme si vous voilà, ne pas insulter l'avenir. Et peut-être que vous y voyez, vous qui respectez beaucoup les joueurs, je le sais, un manque de respect envers telle ou telle grande star internationale de dire non, finalement, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi vous ne le dites pas franchement dans ce cas-là? Non, ce sont des circonstances différentes, non? Je ne voulais pas, dans ce moment, que la rumeur était là-bas fabriquée pour Cristiano Ronaldo artificiellement. Pour moi, c'était un manque de respect dans des cas. Un, pour tous tes supporters et pour tous les clubs dans lesquels tu dis « Ah non, je dénie que Cristiano Ronaldo il va venir au club ». Pour moi, ça manque de sens parce que jamais il y a une opportunité, jamais il y a une possibilité réelle de pouvoir faire les joueurs. Et en même temps, je crois que comme président de l'Olympique de Marseille, comme Pablo Longoria à titre individuel, dire l'Olympique de Marseille ne va pas faire Cristiano Ronaldo, ça me ressemblerait un manque total de respect dans les gammes les plus importants du monde du football. Alors, il y a juste, Daniel, avant que je te donne la parole, il y a juste quand même 2 joueurs qu'on n'a pas cités là, dans le mercato aujourd'hui. C'est l'arrivée donc d'Amar Dedic, Florent, qui arrive, qui est un défenseur bosniaque. Et puis surtout Anselmino, dont on parlait encore hier, ne viendra pas puisque Chelsea a déjà rempli son quota de prêt. Donc finalement, Anselmino n'ira pas à Marseille. Tu nous confirmes, Flo, depuis la commanderie, hein. Oui, mais je crois que Pablo a une précision là-dessus, concernant Anselmino notamment. Non, la précision, c'est que quand même, on est dans une industrie différente, Chelsea et le reste du club, je crois. Non, c'est un critique que j'ai fait ouvertement, et spécialement parce que Chelsea aujourd'hui même, ils sont libérés des positions de prêt, comme Weasley, qui est revenu de prêt à aider Strasbourg, il est parti à Watford. Et il y a les mouvements qui sont récupérés des prêts d'Atro Fofana, qui est revenu en Angleterre. Donc, l'excuse qu'il n'y a pas de slot des prêts, quand même, c'est pas très cohérent. Oui, parce que vous le vouliez, c'est un jeune joueur de 19 ans qui est promis un bel avenir, vous êtes déçu? Non, on avait fait une offre, après chaque club, il a ses dynamiques, ses choses. L'unique chose que je regrette quand même, c'est le manque de transparence parfois entre les différents clubs. Non? Après, il y a tellement de mouvements à Chelsea, il y a notamment Joao Félix qui va peut-être sortir à Milan sur les derniers instants du mercato. C'est toujours compliqué. La presse italienne, c'était annoncé ce week-end pour Joao Félix. Pablo Longoria, depuis que vous êtes à l'OM, vous avez été entouré par beaucoup de gens et de façon très différente. J'ai l'impression que jamais vous n'avez été aussi bien entouré que maintenant, avec ce trio donc constitué par vous, Fabrizio Ravanelli et Mehdi Benatia. Je ne parle pas du coach, ça me semble un petit peu à part, mais on va dire la direction, elle est à 3 têtes. Vous êtes le président, vous avez ces 2 hommes-là à vos côtés. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi on a l'impression qu'ils donnent à l'OM une structure beaucoup plus solide qu'avant? C'est surtout une question institutionnelle de la part de Fabrizio Ravanelli, dans lequel être entouré par un légende du club, être entouré pour une personne qui
Pour moi, ça me donne beaucoup de bons conseils, ça me ramène de la calme, ça me ramène toujours les bonnes paroles et une vision beaucoup plus froide parfois que la mienne. Vous savez que parfois, je suis très passionnel et dans cette situation, c'est quelque chose qu'à niveau institutionnel, c'est une image forte du club comme j'ai vécu dans des autres clubs, comme par exemple en Italie ou comme par exemple à Valence, qu'on avait toujours des légendes du club qui participaient dans la vie quotidienne du club. Je crois que ce sens d'identification avec les anciens joueurs, c'est quelque chose de très important. Au même moment, sur la partie sportive, je suis très content de pouvoir avoir Mehdi Benassia, spécialement parce que c'est quelqu'un que pour moi, il est un des meilleurs en Europe. Absolument, la façon dans laquelle il travaille, les efforts, la passion qu'il met dans le quotidien tous les jours, les réseaux qu'il a pour pouvoir convaincre, quels que soient les joueurs, combien de temps il met à dédication chaque journée, les énergies qu'il met au sein de ce projet, c'est quelque chose que je tiens seulement à remercier. Et c'est un luxe pour l'Olympique de Marseille de pouvoir avoir quelqu'un avec les valeurs humaines, avec les valeurs professionnelles et avec la passion et les efforts comme Mehdi. Un mot, Pablo, justement sur cela, sur on va dire la gouvernance et peut-être sur le désir de continuité. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre votre désir que vous avez déjà expliqué dans la revue de l'After notamment et ailleurs, de continuité d'un projet qui s'inscrit sur la durée, et c'est votre cas, vous vous inscrivez vous sur la durée, et paradoxalement, des intersaisons, des changements d'entraîneur déjà, des intersaisons mouvementées, des changements de joueurs fréquents. Là, est-ce qu'on arrive enfin, est-ce que vous arrivez enfin à ce que vous souhaitiez, à savoir une forme de stabilité avec un entraîneur qui reste, un trio là autour de vous, comme l'a dit Daniel, et peut-être une ossature même au niveau de l'équipe, alors qu'on avait l'impression que vous refaisiez tapis, pour prendre une expression de poker, à chaque fois, à chaque intersaison. C'est quelque chose que parfois tu subis, non? Et il faut tout contextualiser, je crois. Spécialement parce que pour être à l'Olympique de Marseille, tu as besoin d'avoir une énergie complètement différente. Et comme j'ai dit dans beaucoup de conversations privées ou publiques, un an à l'Olympique de Marseille, ça peut rassembler à 3 années dans des différents clubs, non? Pour ça qu'il faut avoir une énergie complètement différente. Au même moment, c'est mon souhait. C'est notre souhait de pouvoir donner continuité parce que, sincèrement, j'ai une équipe de travail avec Mehdi, avec Roberto De Zerbi, avec toute l'organisation qu'on a créée aussi autour du coach, avec Giovanni Rossi, avec Marcello Iaia comme responsable de la performance. Je crois, et sincèrement, qu'on est dans la bonne voie pour donner stabilité ici au sein de l'Olympique de Marseille. C'est la chose qu'on souhaite énormément parce que le football, on peut dire des choses. Tellement de changements, c'est négatif, et je l'admets. La continuité et la stabilité, c'est la chose que je crois que tous les clubs on cherche en Europe. L'exemple le plus clair, ça peut être l'Atlético de Madrid et comment il s'est agrandi les dernières saisons avec un certain type de continuité. Ça, c'était pour moi toujours l'exemple que j'ai utilisé en Espagne, que j'ai continué à utiliser maintenant. C'est vrai que dans des ambiances tellement passionnelles, dans lesquelles tous tes sentiments, toutes tes passions, toutes les énergies que tu mets dans le quotidien, tu passes de 0 à 100 à Marseille dans une vitesse que c'est énorme. Et ça, psychologiquement, c'est quelque chose que c'est difficile pour quel que soit l'être humain. Non? Dans un instant, on se retrouve pour continuer la discussion. On va parler des futurs objectifs de l'OM. On va parler également des instances et puis, du foot français. Sujet, on va peut-être pas être d'accord. On va pas être d'accord sur tout. 22h18, l'after revient tout de suite avec Pablo Longoria en direct de Marseille. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. 22h20, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Jimmy Brown, Florent Germain à Marseille, à côté de Pablo Longoria qui est avec nous, président de l'OM, que l'on remercie d'ailleurs pour être là encore à un soir de dernier jour de Mercato. On attend l'officialisation de l'arrivée d'Ismaël Benasser donc à Marseille dans les minutes qui viennent, on espère. Daniel. Pablo, l'OM est deuxième du classement. Depuis le début de la saison, je crois qu'on s'accorde tous pour dire que l'OM travaille bien. Les petites erreurs de Mercato, même les vraies erreurs de Mercato ont été corrigées. Moi, je mettrais les clés de ma maison sur le fait que vous soyez en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, les voyants sont au vert. Mais l'OM ne sera jamais champion de France. Ne sera plus jamais champion de France. Et je n'arrive pas à comprendre comment le président d'un club aussi important peut accepter qu'on ait cassé la concurrence dans notre football, qu'on ait accepté le deal CVC que l'OM a accepté,
qu'on ait accepté les droits télé dans l'état actuel. C'est une situation, j'ai appelé plusieurs fois dans l'after à une réaction des clubs importants. Lyon a réagi, l'OM, j'attends toujours. Bon, par où est-ce qu'on commence? Tu as posé beaucoup de... questions. Commençons par CVC, si vous voulez bien, parce que pour moi, c'est le début de l'histoire. Parce que à partir de ce moment-là, moi, j'ai compris que le président du PSG avait décidé que la Ligue 1, c'était dans sa poche et que lui, il ne penserait qu'à l'Europe avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que tous les autres. Et que la répartition, elle serait inégale. Donc CVC, vous avez pris 90 millions, il a pris 200 millions, les droits internationaux, tout pour lui. Et on a mis des tampons Europe sur des clubs qui ne sont même pas en Europe. Voilà. Ok, on commence par CVC. Oui. Et je te dis, sincèrement, et on fait une conversation très ouverte. Tout d'abord, pardon, parce que j'avais promis d'être au studio. Naturellement, en 3 février, j'espérais d'arriver un peu plus soulagé au dernier jour de Mercato, mais je tiens mes paroles. Et la parole, c'est de parler avec transparence, non? Et si on analyse bien le deal CVC, tout d'abord, je n'étais pas aux instances, donc je ne me sens pas avec la légitimité de pouvoir parler dans un procès dans lequel je n'ai pas participé. Donc, c'est que je Mais dois vous pouvez dire que c'était donner pas bien. Vous avez le droit de dire que c'était inégal. Attends, il y a une question dans ce moment, et on va parler de la réalité du deal. C'est quelque chose que c'est important de comprendre le contexte dans lequel le deal s'était fait. Dans un premier moment, on vient du fiasco de Mediapro, dans le même moment que le Covid, que c'est une tourmente parfaite, avec beaucoup de clubs dans une situation financière catastrophique. C'est quelque chose que c'était très important de mettre en contexte. Le deal de CVC, ça a permis à beaucoup de clubs de soulager ses besoins de trésorerie à court terme, que c'était quelque chose de très nécessaire pour le monde du football français. Ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai dit que trouver un investisseur avec une valorisation à 1,5 milliard pour un 13% de la Ligue, c'est quelque chose que c'était dans ce moment très important pour la viabilité du football français. Il faut toujours savoir mettre en contexte les moments. Après, non, mais ça, d'accord, mais ça ne me parle pas de la répartition. Qu'on ait besoin, même ça pourrait se discuter. Mais bon, on va admettre que CVC a permis à faire face au manque de trésorerie. Ça, d'accord. Mais ça ne m'explique pas pourquoi la Ligue, qui marche main dans la main avec le PSG, a dit OK, vous prenez 200 et l'OM et l'OL, vous êtes des moins que rien, vous prenez 90. Je considère dans ce moment, et je l'avais dit dans ce moment, que la répartition, spécialement en 13% des droits de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas une différence de 10% avec des autres compétiteurs européens. Il faut aussi comprendre la stratégie, parce que CVC, ils ne mettent pas de l'argent pour rien. La stratégie de CVC, c'était de booster un groupe de clubs, spécialement les clubs européens, pour chercher d'avoir une plus grande compétitivité dans les championnats. Ça, c'est l'esprit du deal. Pour moi, c'est général, oui, je dois dire, comme président de l'Olympique de Marseille, que dans ce moment, la répartition, pour moi, ce n'est pas les mêmes valeurs en 13% de l'Olympique de Marseille qu'avec des autres compétiteurs. Mais il y a beaucoup d'autres considérations dans lesquelles on doit mettre sur la table, que c'est un changement sur la répartition des droits internationaux. Il y avait des autres business parallèles, spécialement sur la digitalisation de la Ligue, etc., que l'Olympique de Marseille, potentiellement, ça peut venir sur la durée à renforcer sa position avec une meilleure répartition des droits internationaux. Bon, donc je reformule pour qu'on comprenne bien. Vous expliquez que le contexte était particulier et que vous êtes globalement content du deal CVC, mais effectivement, vous vous dites l'Olympique de Marseille méritait plus au regard des autres clubs qui ont aussi touché une grosse part de CVC. C'est ce que je ne dis pas de bêtises quand je reformule comme ça. Si je dois dire, je vous pose la question en général, les 13% de l'Olympique de Marseille, ça coûte plus d'argent que des autres clubs? Pour moi, oui. Voilà. Il y a aussi une considération à avoir, parce que c'est toujours très facile de parler a posteriori, non, dans la vie. Oui, mais pourquoi tout le monde... ce cas-là, Pablo, pardon, pourquoi vous n'avez pas plus médiatisé ce mécontentement? Pourquoi vous n'avez pas fait une interview en disant c'est pas normal que Marseille ne soit pas servi mieux que les autres? On a l'impression que la Brune, en gros, faisait peur. Ou à l'époque, Nasser derrière la Brune, mais en l'occurrence, le deal était dirigé, on va dire, et réglé par la Brune. On a l'impression que vous, à Marseille, vous n'hésitez pas à monter au créneau. On en reparlera tout à l'heure sur l'arbitrage, par exemple. Et là, on vous trouve étonnamment muet. Jamais on m'avait posé la question.
Donc, je ne vais pas répondre à des questions que je ne reçois pas. Donc, c'est la première fois que quelqu'un il me pose la question ouvertement, je réponds. Alors moi, je préfère sur la concurrence, juste Daniel, ce que tu l'as amené de cette manière-là, juste Daniel, sur la concurrence que certains appellent déloyale avec le Paris Saint-Germain, par rapport aux moyens engendrés aussi par les propriétaires. C'est aussi pour ça que cette question elle devient légitime, parce que Daniel l'a introduit d'une manière un peu cash mais véridique en disant Marseille ne sera plus champion de France. Donc on a le sentiment que le deal CVC a ajouté quelque part à ce déséquilibre qui frustre beaucoup les supporters marseillais. Vous pouvez le comprendre. Je vais changer l'optique. Le deal de CVC, ça nous a permis en période de transformation dans les clubs, que ça a permis de faire une transition économique vers un modèle beaucoup plus viable de ce qu'on avait avant. Est-ce que vous êtes d'accord, pour aller dans le même sens, est-ce que vous êtes d'accord avec John Textor qui dit qu'en gros, aujourd'hui la Ligue 1 est prise en otage par le Qatar et Nasser Al-Khelaifi? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation et je peux le dire. J'ai voulu changer beaucoup de choses au sein de la Ligue. Et on parle de quitter et que l'OM peut jamais arriver à être champion de France. Je ne sais pas. Et j'espère qu'avec un projet basé sur la continuité et la stabilité et dans lequel chaque jour on cherche d'améliorer des choses, mon souhait c'est d'être le plus compétitif possible. Mais c'est pas possible, Pablo Longoria. Vous le savez que c'est pas possible. Ça peut arriver. Si ça arrive, c'est parce que le PSG fera une mauvaise. Enfin, là, il y a encore 10 points d'avance et il y en aura certainement plus au final. Moi, ça, c'est vraiment. Je suis désolé, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je peux pas comprendre que l'OM accepte cette situation de concurrence déloyale. C'est le club qui doit parler. Peut-être que John Textor l'a mal dit, mais ce qu'il dit dans le fond est incontestable. La façon dont la Brune gouverne avec Nasser El-Khelaifi, vous ne pouvez pas accepter cet état de fait. Je ne peux pas comprendre que vous acceptiez ça. Il y a des choses, et on peut parler ouvertement de tout ça, non? Pour moi, il y a une première considération dans laquelle je suis, et depuis quelques mois, on avait dit, je veux quelques changements au sein de la Ligue. Je crois qu'on avait discuté une conversation privée entre toi et moi. Puis je tiens à le dire, Daniel. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, oui, si vous pouvez expliquer quels sont vos projets, c'est bien. Dans lesquels c'est très clair pour moi qu'il faut avoir des changements. Pour moi, un changement que c'est très important, c'est une division entre toutes les différentes questions qui sont régaliennes et toute la société commerciale. Ça, c'est quelque chose dans lequel je suis très d'accord et je cherche de travailler dans cette direction. Dans lequel, au sein de la société commerciale, on a les meilleurs experts possibles dans l'industrie pour la commercialisation de nos droits et de toutes les différentes situations commerciales pour chercher de créer un produit beaucoup plus attractif de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que là, il va falloir travailler parce que là, il y a un problème, l'attractivité. On a 500 000 abonnés sur DAZN. DAZN peut-être va partir dans un an. On ne sait pas la suite. Enfin, il y a quand même un président qui est en situation d'échec absolu. Et on sait que s'il part, Canal revient à la table des négociations. Pourquoi vous ne le faites pas partir? On se pose des questions dans une façon complètement différente. Parce que je considère qu'on est toujours dans la polémique au maximum. Non, moi, je suis dans un club passionné. Je crois que les débats publics aujourd'hui autour des instances de football, même en général en Europe, attention, ça part toujours dans les extrêmes. Je pose une question, non? Pour moi, un président de ligue, il a un rôle. Tous les différents directeurs généraux et tous les différents experts qu'il doit avoir au sein de la ligue, ils ont un rôle complètement différent. Est-ce que vous pensez que directement Javier Tebas est la personne qui négocie tous les droits, par exemple, en Espagne? Non, c'est aussi merci à Melchor. Et en Espagne, que c'est la ligue peut-être la plus compétitive, il a un niveau d'experts qui c'est complètement différent. Et c'est quelque chose que je vais améliorer. La même chose pour la Premier League, la même chose dans les championnats italiens, qu'ils sont, par exemple, un président de la ligue qui met d'accord tout le monde politiquement, et ils ont un directeur général que c'est celui qui s'occupe de toutes les différentes négociations au sein de la Ligue avec Luigi De Servo. Donc là, la France est en retard, c'est ce que vous dites. Hein. Vous avez envie de faire avancer les choses, mais il y a un travail monstrueux. Absolument, mais Daniel, quel est le principal problème de la Ligue française? Je parle comme étranger et je ne vais pas venir ici à donner des leçons aux gens parce que ce n'est pas mon rôle. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a dans les différentes ligues. La Ligue française, c'est une ligue complètement politisée. Il n'y a pas aucune ligue, et je ne suis pas ici pour critiquer, attention, parce que c'est une conséquence de beaucoup de situations faites dans le passé. Le conseil d'administration de la ligue, et je ne le critique pas parce que la situation est comme ça, est faite par des différentes familles dans le football. Ça, c'est quelque chose que ça ne se passe pas, par exemple, en Espagne,
qu'il y avait la fortune de pouvoir travailler pendant des saisons, tu as une commission déléguée dans laquelle la représentation et où il se prend les décisions se fait par les clubs et par les différents professionnels qu'il y a au sein de la Ligue. Le problème ici en France, c'est que tu dois mettre d'accord beaucoup de gens qui n'existent pas dans des autres ligues. Et attention, ce n'est pas une critique à toutes les familles de football dans lesquelles on doit travailler tous dans l'unité. Mais dans ces ligues, tu dois faire passer beaucoup de situations dans une façon très politique. Ça veut dire, vous voudriez un changement de la gouvernance. Vous voudriez un changement de la gouvernance où seulement les clubs décident et effectivement les représentants des joueurs, des entraîneurs qui pèsent, hein, c'est vrai, des arbitres, etc., n'est plus forcément voix au chapitre? C'est pour ça que je propose, et c'est la force que je porte beaucoup de fois dans les messages, qu'il y a une question que c'est régalien, où il doit y avoir une présence très importante de toutes les familles de football, c'est normal, et une société commerciale très forte, avec les meilleurs spécialistes qu'on peut trouver dans les marchés, dans lesquels, avec l'aide de la force, non seulement du président de la Ligue, mais de tous les clubs, parce que ce n'est pas ici une question de 3-4 clubs, c'est 18 clubs, plus la Ligue 2. Et en plus, avec un actionnaire qu'il participe dans 13%, qu'on doit avoir en considération comme CBC, que jusqu'à ce moment, il était très passif et c'est quelque chose que dans les derniers mois, ça commence à avoir une activité beaucoup plus grande et que je suis tout à fait d'accord avec une participation des CBC pour faire bouger les choses. Alors, Pablo Longoria, vous parlez de la société commerciale qui, vous la voulez avec les meilleurs experts, donc pour aller, une fois qu'on passera à autre chose par rapport à DAZN, pour aller chercher des droits et donc de l'argent supplémentaire pour les clubs. D'accord, je comprends. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse, les gens de CVC, ils sont extrêmement fâchés par rapport au président de la LFP parce qu'ils estiment qu'il a mal travaillé. Donc, la société commerciale, elle va aller chercher un diffuseur. Le diffuseur, ça, tous les présidents le disent, on a fait une connerie en se fâchant avec Canal. Canal a dit, si il y a comment dire, un litige personnel entre le patron de Canal et le patron de la Ligue. Les présidents du conseil d'administration, s'ils sortent ce président de la Ligue qui a mal travaillé, qui est incompétent, qui vous a tous mis dans la merde, Canal revient. Mais pourquoi vous le gardez ? Dans quel secteur d'activité au monde on garde un président qui a aussi mal travaillé et qui en plus empêche les discussions avec Canal+, le diffuseur historique? Qu'est-ce que vous avez... Enfin, il vous a fait quoi comme cadeau, Vincent Labrune? C'est parce que Nasser El Khelaifi est derrière? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous défendez, mais pas que vous, hein, Olivier Létang, Jean-Pierre River, Caillot, Nicolas, mais mais pourquoi vous défendez cet homme-là? Il vous a mis que dans la merde. Je comprends pas. Et les supporters de tous les clubs ne comprennent pas. Je change la considération et je change la direction de la discussion pour des différentes choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont bien passées dans la Ligue, mais pas la négociation des droits audiovisuels. Je vais changer complètement comment on travaille avec ces sociétés commerciales, comment on sort au marché. Le marché français, c'est très particulier et je ne suis pas un expert des droits audiovisuels. Mais je ne vais pas me faire passer comme un expert de quelque chose dans lequel j'apprends. La situation, pour moi, le plus grand problème, c'est la distribution. Parce que Canal+, il est en position prédominante pour l'effet de la première pay-per-view, c'est bien sûr en Europe. Mais cette situation qu'on parle avec DAZN, c'est la même situation que je peux échanger beaucoup de fois avec mon confrère italien. Parce que dans les marchés où il y a une position de distribution prédominante, comme peut être le cas avec Sky en Italie, il y a une situation dans laquelle ce décalage de faire entrer des différents diffuseurs différents, ça pose un problème spécialement pour les consommateurs, que j'entends, que je comprends et que c'est quelque chose à régler. Pour ça que toujours j'ai parlé que le gros problème ici, c'était le packaging. Pourquoi? Parce qu'un supporter de football, qu'est-ce que tu veux? T'abonner à une plateforme et voir tous les matchs possibles de football, sans faire 4 abonnements différents. Parce que ça fomente la piraterie. Dans un instant, encore une ou deux questions, notamment sur l'arbitrage et la suite de la saison à Marseille. Encore quelques minutes avec Pablo Longoria. Profitons-en. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h38, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jimmy Brown, Florent Germain à Marseille avec Pablo Longoria qui est avec nous encore quelques minutes et qu'on remercie une nouvelle fois. Flo, pas de news pour Benasser, pas d'officialisation là à Marseille. Le téléphone de Pablo Longoria est sur vibreur. Il a vibré il y a 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe, Pablo? Non, avec Ismaël Benasser. On reste calme, tout le monde. Hein. Rien dans les mercatos. C'est vous, les journalistes, que vous êtes plus inquiets que les gens dans les clubs. C'est peut-être juste la livraison de son repas du soir. Je sais pas. Allez, je peux envoyer un SMS à Pablo Longoria. Peut-être que moi, je suis à 1 mètre de lui, mais là, ça sert à rien. Non, mais je pense qu'il y a de la sérénité concernant le dossier Ismaël Benasser. Sur le visage de Pablo Longoria, je vois pas trop d'inquiétude. Je vois que Pablo Longoria s'entoure d'anciens tourangeaux avec Benassia et Benasser, et je pense que c'est une bonne chose. Et sur le chat YouTube, c'est unanimement salué à l'arrivée de Benasser. Les supporters marseillais sont super heureux. Je voulais parler. On parle de l'arbitrage maintenant. On a fini sur la gouvernance et tout ça. Vas-y. Non, je pensais que tu allais continuer. On a un diffuseur aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, vous ne voulez pas dire ceux qui ne travaillent pas bien, mais vous avez envie d'améliorer les choses. Donc j'espère que vous allez être un peu plus actif à Paris et vous intéresser par exemple à la mise en valeur du produit. Le produit aujourd'hui, il n'est pas regardé parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Et il n'est pas très bien mis de l'avis de tous les spectateurs, il n'est pas très bien mis en valeur. Est-ce que ça, c'est également le travail de la commission et des médias à la Ligue, de la société commerciale, de faire attention à la façon dont le produit va être mis en avant? Vous avez parlé tout à l'heure de la Liga, de la Première Ligue. Partout, le produit est beaucoup mieux mis en avant qu'en France. Là aussi, il faut travailler. Complètement. Et ça, c'est le travail dans lequel on cherche d'avoir des idées et on cherche d'avoir aussi une narrative qui soit cohérente. Vous voulez savoir qu'est-ce que je pense aussi sur un des problèmes qu'on a? C'est que, sincèrement, on est très faible dans l'histoire qu'on raconte de notre championnat. On a un championnat, et je l'ai dit comme étranger, magnifique, dans lequel il y a de beaux stades, un bel spectacle dans les terrains, de très bons joueurs. Il y a une chose dans laquelle je crois que tout le monde on est complice. Que c'est l'histoire qu'on raconte du championnat? Je vais vous poser la question sur la dernière semaine. On a vécu un OM-OL, que c'est un des matchs phares du championnat et un des matchs les plus importants. Combien de fois on a parlé du match, du football, de ce qu'on allait voir dans le terrain? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a parlé. Qu'est-ce que l'arbitrage? Qu'est-ce que Pierre Sage est limogé? Que si Cherki il va à Borussia Dortmund ou pas. Ah ouais, mais ça c'était important aussi ça. Non, c'est important, mais il arrive un point dans lequel, ici à l'OM, la polémique, que Roberto De Zerbi il est tendu contre Benatia et Pablo Longoria, que la tension, on est toujours dans la polémique. On doit sortir un peu de la polémique et commencer à parler. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, Pablo. Je pense qu'il faut faire notre métier s'il y a des affaires. Et c'est le diffuseur qui doit mettre en valeur le produit. C'est lui qui doit. Il ne doit pas prendre l'antenne à 30 secondes après le coup d'envoi. Il ne doit pas prendre. Il doit pas faire ça. Et je te donne tout à fait raison, mais pour des différentes choses. Mais on doit relativiser tout, ok? On se dit, DAZN, que c'est quelque chose de très difficile d'arriver dans un marché. Combien d'erreurs techniques il y a de DAZN depuis le commencement du championnat? Oui. Je ne crois pas qu'on a parlé de ça. Et en Italie, on parle continuellement de tous les problèmes de diffusion et des problèmes techniques qu'il y a DAZN. Donc, ça, c'est quelque chose que ça fait plaisir quand quelqu'un il a dû préparer son produit avec seulement un mois. C'est quelque chose d'important. Après, ce qu'on doit faire, c'est raconter tout. Mais raconter, raconter une histoire, Pablo Longoria. Tout le monde dit ça. Tous les gens qui sont venus nous parler du produit, ok, on fait une série Netflix sur la Ligue 1, ok. Sauf que vous, par exemple, vous êtes président. Pour ça, il faut des gens à la Ligue qui soient compétents, mais ils ne sont pas compétents à la Ligue. Donc mais vous, personnellement, en tant que président de club, vous êtes prêt à ouvrir vos vestiaires, à ouvrir les portes, à laisser entrer les caméras, à vous suivre? Parce qu'on a l'impression que personne ne travaille comme ça. Et DAZN se plaint de ça. On nous remonte que DAZN se plaint du manque d'accès justement dans les clubs pour des sujets inside, etc. Mais il y a une situation, non, dans laquelle je me pose la question. J'ai travaillé 3 années à la Juventus. Chaque jour que j'allais travailler à la Juventus, il y avait un journaliste de Sky qui te donnait l'actualité de la Juventus pendant 30 minutes et qu'il était connecté d'avant. Dans ce cas, Vinovo, ici à la commanderie,
il n'y a pas ces sensations de raconter tous les jours l'histoire, qu'est-ce que ça se passe, quelles sont les nouvelles, quelles sont les choses, qui a participé à l'entraînement, qui non, et qui te donne l'actualité quotidienne. C'est ça que ça me manque ici en France. Un suivi. Ah non, mais Pablo, vous n'avez pas les bonnes chaînes. BFM Marseille le fait tous les soirs et l'Afterfoot aussi. Non, attention, je le dis, et je vous écoute à tout le monde et je cherche d'écouter parce que j'aime beaucoup le football et j'aime beaucoup les histoires qu'on raconte, mais on ne raconte pas des histoires. Et je suis tout à fait d'accord. Tu ne peux pas prendre l'antenne 5 minutes avant. Pourquoi? Parce que les gens, tu ne peux pas dire, allez, tu dois regarder ce week-end sans manquer de respect à personne. Et attention, Rennes et Strasbourg, c'est un très bon match. J'ai regardé les matchs, c'est un bon match. C'est le premier match de David Bay. Et Strasbourg, qui est une équipe avec des jeunes qui jouent très bien au football. Rossenior, qui est un entraîneur avec une idée qui, quand même, c'est amusant pour les spectateurs. Tu vois que Strasbourg, il finit jamais un match 0-0. Racontons-nous cette histoire, pas seulement avec 5 minutes, mais on dédie 30 minutes à préparer les matchs, à faire le plaisir aux gens de ce qu'ils vont raconter pendant la semaine. Allez, on prépare bien ces Rennes et Strasbourg, de voir qui va jouer, si André Santos il est disponible, comment sont les derniers matchs d'Emera, d'André Santos. C'est ça que ça me manque. Donc les clubs doivent encore plus ouvrir, selon vous, Pablo, en tant que président. Alors on a la chance d'être là, donc ça veut dire qu'on a aussi des interviews et on remercie le service com. Mais ça, c'est le travail de la Ligue. Vous donneriez la consigne. Il faut travailler à la Ligue, il faut vous donneriez la consigne de plus s'ouvrir, qu'il y ait ces histoires-là, parce qu'on veut bien nous les histoires, mais il faut que les joueurs jouent le jeu. Il faut qu'il y ait plus ce sentiment que ça se passe à huis clos et non, mais par exemple, en cachette, quoi. J'ai discuté hier avec Laurent Prudhomme, mais aujourd'hui, et je tiens à dire une conversation privée, mais on parlait de l'arrivée de nos joueurs au stade, par exemple, que c'est quelque chose qu'on met de la musique, on les fait passer devant à tous les stades, l'hospitalité, on cherche de faire une expérience. Pas pour parler de l'OM, attention, quand il va jouer à Toulouse, c'est magnifique. L'arrivée au stade à Toulouse, ça te donne envie de jouer les matchs de football, ça donne envie à tous les stades à Toulouse de comment il arrive les joueurs. C'est quelque chose que ça fait plaisir. Racontons aussi cette histoire. Pourquoi c'est pas diffusé nos arrivées au stade quand c'est magnifique avec la musique, avec tous les ramans qu'ils vont saluer les joueurs? C'est le diffuseur qui doit faire ça. Pourquoi on ne fait pas la liaison aussi? On est dans les pays qui c'est numéro 1 à niveau mondial avec l'industrie du luxe. Non mais attendez, Pablo, excusez-moi. Les lifestyle. Pablo, excusez-moi. Tout ce que vous dites, on est d'accord. Mais encore une fois, on va dire que je fixe là-dessus. Mais à l'époque de Canal, ce genre de choses, c'était fait. Là, en 1984, Canal a commencé le foot. On a vu des choses qu'on n'avait pas vues. Les vestiaires, l'arrivée, comme vous dites, et on aurait pu évoluer. Sauf qu'on s'est fâché avec eux. Et qu'aujourd'hui, pour se réconcilier avec eux, il faut virer la Brune. Mais vous ne voulez pas le virer. Oh, il faut mettre des gens qui sont très créateurs dans la société commerciale qui proposent un produit fait en commun avec tous les clubs. Bah oui, mais ceux qui doivent mettre des gens compétents, il y a un président qui n'est pas compétent. Il ne va pas mettre des gens compétents avec lui. Non, mais on travaillons tous ensemble. C'est la solidarité des Bouches-du-Rhône. Puisque tu sais que Vincent Labrune au dernier dossier, a une maison dans les Bouches-du-Rhône. On a parlé mercato, on connaît l'objectif de l'OM de finir dans les places de Ligue des Champions, bien évidemment. Hier, on a tous vécu un match à suspense avec une ambiance extraordinaire. Hier, ça a été avec l'arbitrage. Vous n'avez pas eu de soucis? Pas totalement, hein, Pablo, parce que je pense que s'il y avait eu 2-2, je pense qu'on aurait entendu parler du penalty avec la main de Rabiot. Je me trompe ou pas? Il y avait penalty ou pas? Il y avait penalty, Pablo? Vous voulez, je pars toujours avec beaucoup de sincérité. Je crois qu'il y a une erreur arbitrale dans les premiers buts de Lyon parce qu'il y a faute sur Højbjerg. Je crois qu'il y a faute. Sur les pénaltys, j'avais dans le stade l'impression, j'ai dit à tout le monde, c'est main. Pardon, Adrien Rabiot, pardon, qui était à protester, mais je crois que c'était main. Dans le stade, j'ai dit c'est main. Aujourd'hui, j'ai demandé à 5 arbitres de 5 nationalités différentes pour voir des différents contextes. Les 5, ils m'ont dit c'est main. Donc, même si ça touche le genou avant. Même si ça touche le genou avant, parce qu'il est dans une position dans laquelle le cou c'est en position élevée et il fait la surface plus grande de ton corps. S'il y avait eu 2-2, Pablo Longoria, vous auriez dit ça à la fin du match. Désolé, mais l'arbitre a eu raison. J'ai pas l'impression que c'était le mood actuel de l'OM.
Non, pas sur les premiers buts, parce que pour moi, il y a faute sur Høgberg dans les retours. Parce qu'il est en contact avec Høgberg. Alors, juste pour revenir sur ça, sur cette attitude, vous venez d'aborder un sujet intéressant en disant, dans la semaine qui précède un match, c'est pas assez positif dans le storytelling, il y a beaucoup de polémiques, on parle beaucoup d'arbitrage. Mais vous êtes les premiers, Pablo Longoria, je dis vous, je mets Mehdi, Benassia aussi dedans, et l'OM en général, vous avez choisi, je ne dirais pas que c'est une stratégie, de monter au créneau très durement, très sévèrement, peut-être à juste titre parfois, on peut considérer que sur Rowe, il y avait la faute de Gueladoué, ou pas, il y avait aussi des tas de gens qui pensent qu'il n'y a pas pénalty. Sur celui d'hier, idem, il y avait des auditeurs, des fans marseillais qui nous ont appelés hier en disant c'est un scandale, il n'y avait pas pénalty, il n'y avait pas main, et vous parlez de la faute d'Høgberg, peu importe. L'idée, c'est surtout de savoir, vous, au fond, si c'est une stratégie, Pablo Longoria, qui marche, c'est sûr, à Marseille, parce que vous êtes entendu et vous êtes adoré quand vous en prenez à l'arbitrage. On a eu le cas, j'ai eu des échanges très, très durs avec les supporters marseillais qui s'estiment toujours victimes. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est pour éviter de parler des vrais problèmes? Le match contre Strasbourg, par exemple. Est-ce que c'est uniquement par rapport à la faute sur Jonathan Rowe que vous ne gagnez pas ce match, ou plus vraisemblablement parce que vous êtes dans une mauvaise période qui fait que derrière, d'ailleurs, vous perdez aussi à Nice? Est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir choisi cette stratégie d'attaquer les arbitres? Pour moi, la première chose, jamais je cherche de trouver des excuses dans ma vie sur rien. Non, c'est la façon dans laquelle j'aime travailler. Je dois vous dire comment je ressens les choses. En même temps, je crois que cette saison, il se sont passées beaucoup de choses avec l'arbitrage que je ne considère pas normal. Et vis-à-vis du club que je préside et que je représente, sont quelque chose que je ne peux pas accepter, comme j'ai déjà dit, parce que sont beaucoup d'erreurs qui vont dans le même sens. Je me sens comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot contre Marseille? Parler de complot, ça c'est un mot très fort. Je me considère désavantagé dans beaucoup de décisions. Ce que je veux, c'est l'équité. Qu'est-ce que ça me dérange beaucoup? Quand j'étais en Espagne, je vous l'ai dit comme ça, non? Quand j'étais en Espagne, pendant la journée, tu te regardais tous les matchs et tu savais comment tu étais arbitré. Parce que ton arbitrage, ça dépend des matchs précédents. Parce qu'il y a une cohérence, il y a une dynamique. En faute dans un match, tu vois que ça se siffle la même faute dans un autre match. Ici en France, je ne comprends rien. J'ai regardé l'autre jour les matchs à Auxerre-Angers, dans lesquels il y a la même faute que sur Jonathan Rowe. Dans un match, c'est carton rouge. Dans l'autre match, il n'y a pas faute, il n'y a pas pénalty. Donc, dans le même week-end. Donc, c'est quelque chose que ça me dérange énormément. Qu'est-ce que c'est ces positions? Ce n'est pas pour se protéger ou pour cacher des erreurs. Je suis le premier qui assume. Non, quand l'équipe ne joue pas, il n'est pas au niveau des attaques. Par exemple, après le match contre Strasbourg, Pablo, vous n'avez pas dit on n'a pas été bon. Vous avez dit l'arbitrage pose problème. Pardon. J'ai dit qu'on n'a pas été bon la première mi-temps. C'est exactement ce que j'ai dit. On a amélioré dans la deuxième mi-temps et que je ne considérais pas comment une décision de ne pas siffler ces pénaltys, je ne les considérais pas. En plus, quand il regardait les autres images dans le reste du match de la journée. Donc, c'est quelque chose que ça me dérange. Mais la stratégie, Pablo, de tout dénoncer, parce que c'en est une, vous disiez on a été trop gentil par le passé, maintenant on va plus laisser faire. Et je crois qu'après, il y a peut-être une nouvelle sur Ismaël Benasser, on va voir. Mais Pablo, est-ce que ça ne se retourne pas contre vous? Est-ce que les arbitres, au final, se disent pas on va avoir l'OM dans le collimateur parce qu'ils parlent trop, ils sont en train de nous lâcher, etc. Est-ce que ça ne se retourne pas contre vous, sincèrement? J'ai seulement fait les 5% de ce que Real Madrid il a fait aujourd'hui. Avec un communiqué. C'est vrai. Donc, il y a aussi une chose, non, et que je tiens à dire. Avant, j'ai pris une position avec les arbitres que les invitait au salon à discuter avant les matchs avec sans tension, sans chose. Je n'ai pas vu la même chose qu'il y avait en Espagne, que c'était une relation cordiale, normale et d'énorme respect. Quand je suis arrivé à l'OM, j'ai mis en place de recevoir les arbitres dans une façon distendue. On est tous ensemble, on est les mêmes acteurs. Il y a des arbitres, et je tiens à le dire comme ça. Ce n'est pas que je cherche d'avoir un avantage. Jamais je cherche l'équité. Il y a des arbitres qui ont refusé mes propositions. De parler avec eux 5 minutes avant le match, dans la calme, etc. Est-ce que vous avez encore 10 minutes devant vous, Pablo, pour rester avec nous?
Si. Allez, on se retrouve tout de suite parce qu'il y a encore 2-3 questions à vous poser, c'est passionnant, on sait que vous êtes occupés et puis on attend l'officialisation de Benacer, encore 8 minutes de mercato, à tout de suite. RMC, 22h, minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jimmy Brown, Florent Germain à Marseille avec Pablo Longoria. Encore 2-3 questions Oui. avant de vous laisser. Déjà, est-ce qu'on officialise Benacer, c'est bon Pablo? C'est signé, Pablo. On attend la validation. C'est signé. C'est signé. Pablo, dites-le, c'est signé, c'est fait. On attend la C'est qui? validation C'est de la Ligue. C'est On a tout Gisèle de la mis. Conta. On a mis tout en temps dans la LFP. On attend seulement la validation. Donc, Voilà, on va donc voir. Ok. c'est signé maintenant, c'est la Ligue qui valide. Ok. Ouais. Bon, La Ligue, à ce temps-là, il dort, hein, Vincent Labrune. Hein. Pablo, Bon, au moins, on a un système informatique. le truc qui fait le mieux, Labrune, c'est dormir. Le 27 février, vous serez, je crois, le seul dirigeant français au sommet européen organisé par le Financial Times, où vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'avenir du football. Ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi vous y allez. Mais juste avant, une question, parce que j'ai vu que vous êtes également exprimé sur ce thème de la multipropriété. Chelsea, il y a beaucoup de clubs, Lyon avec John Textor. Visiblement, c'est pas quelque chose qui vous plaît beaucoup. Mais alors, vous allez dire que je vous embête encore, mais la multipropriété, ça vous embête, mais un club dirigé par un État souverain qui fait ce qu'il veut, ça vous embête pas trop? Je mets en lien tous les deux sujets. Je suis très pour la transparence dans le monde du football et très pour un contrôle financier qui soit strict, rigide, comme celle que j'ai eu l'opportunité de vivre en Espagne. Ça, c'est quelque chose que je suis très d'accord et que je cherche aussi de poser ces questions dans les instances. Par exemple, avec la DNCG, on a discuté quelquefois de chercher de renforcer les contrôles financiers a priori et a posteriori pour les différents clubs. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que l'Olympique de Marseille, ça défend avec beaucoup de force dans ce moment dans les instances. Et pour moi, c'est nécessaire. En même temps que tu as un contrôle économique, la multipropriété, c'est une réalité dans le football. La multipropriété est arrivée et ça va continuer. Il y a plus de 300 clubs en Europe qui sont dans un régime de multipropriété. C'est quelque chose dans lequel tu dois accepter. Alors, c'est le moment de bien les réguler. Pour moi, la question, c'est autour d'un contrôle financier. Qu'est-ce que ça me dérange, par exemple, que je l'ai dit dans une interview ici avec vous, avec RMC? C'est la question dans laquelle tu peux utiliser la multipropriété pour contourner des règles financières entre les différents clubs. Mais si on fait une réglementation dans laquelle tout est transparent, tout est très clair, on évalue les joueurs, on donne les inscriptions, parce qu'ici, les liens, c'est avec l'inscription des joueurs dans les championnats, avec les fair value, les valeurs qui soient correctes avec les différents joueurs, c'est quelque chose que pour moi, c'est le contrôle que tu dois faire à la multipropriété, que c'est quelque chose que c'est dans tous les pays européens, mais que tu dois avoir un contrôle et que nous, comme Ligue, on est obligé à donner des solutions à cette question. Alors le 27, quelles sont les grandes questions que vous allez poser et ça va être quoi les débats le 27 à Londres dans ce sommet du football, du business du foot? Bon, encore je n'ai pas la thématique, mais c'est surtout le monde du football maintenant, il y a une question que c'est fondamentale. Et on peut poser la question ici en France surtout, que c'est la différence que ça existe entre la répartition des droits européens pour la participation dans les compétitions européennes et les droits des différents championnats. Ça, c'est un défi très important. Et ça, c'est le sujet plus important dans toutes les discussions, dans toutes les ligues européennes. La différence est énorme. On l'a vu avec les différents chiffres des différents clubs français. Entre participer à la Ligue des Champions et pas participer à la Ligue des Champions, dans lesquels, malheureusement, aussi pour ce qu'on a mérité la saison dernière, non, on n'est pas là-bas, que c'était un objectif primaire du club. Ces différences maintenant d'une Europe à des vitesses, c'est un des défis les plus importants maintenant dans le football européen. Oui, on a vu que par exemple Brest a pris plus de 100% de son budget, c'est-à-dire a multiplié son budget par 2 grâce à la Ligue des Champions. Encore heureux qu'il y a l'Europe pour enrichir les clubs français, parce que si on attend des droits télé domestiques. Non, mais Pablo Longoria a raison là-dessus, il y a un différentiel qui est devenu maintenant. Ça, c'est parce que nos droits domestiques sont devenus ridicules à cause du travail du président de la Ligue, que personne ne veut dénoncer dans notre football. Pour conclure, vous allez faire appel de la sanction de Mehdi Benatia, là. Comment vous expliquez que lui ait pris 3 mois et Olivier Létang 1 mois? Et le mec de Bastia qui a traîné le joueur par terre, là. Est-ce qu'il y a, comme on dit en France, un délit de sale gueule?
ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a une question que c'est clair, non? Numéro un, il faut contextualiser et on doit parler dans la tranquillité aussi en prendre de la hauteur. Il y a des différentes commissions de discipline, une de la FFF et une autre de la Ligue. Ce que je ne comprends pas, numéro un, c'est pourquoi il n'y a pas une commission unique. C'est quelque chose que j'ai discuté avec tous les candidats à la Fédération française de football. Ce n'est pas normal que tu aies des commissions pour juger. Ça veut dire que les matchs en Coupe de France, tu prends 50 fois plus les risques pour les clubs professionnels face aux matchs que tu joues en championnat. Ce n'est pas juste. Par exemple, quand on a joué contre hier en Coupe de France, c'est qu'Eric Bailly a pris 7 matchs, je crois, de suspension. C'est quelque chose de ridicule d'être sanctionné dans une compétition par une commission, que ça se passe dans une autre compétition que tu joues avec des règles et des barèmes complètement différents. Ça, c'est quelque chose que le système, il doit changer. Qu'est-ce que j'en pense aussi sur ces différentes questions de Mehdi? Pour moi, je vois un traitement que ce n'est pas égal, ce n'est pas équitable. Donc, c'est ça la chose qu'on dénonce qu'on club et on fera appel. Spécialement pour une question, non? Parce qu'on dit tout le monde, non, un dirigeant, il ne doit pas être à bord de terrain. Et je le dis ici. Je crois qu'ici, la figure en France du directeur sportif, c'est complètement banalisé. On pense qu'un directeur sportif, c'est un mec qui fait le mercato, il ne fait plus rien pendant l'année. C'est lui qui est le chef de beaucoup de joueurs. C'est lui qui fait la gestion quotidienne de ton coach. C'est lui qui aussi il tient les groupes. C'est lui qui a beaucoup de relations de confiance. Pablo Longoria, il y a une différence. Moi, je suis entièrement d'accord et Mehdi Benacer remplit ses fonctions très bien, d'ailleurs, celle que vous venez de décrire. Et j'ai eu une longue discussion avec lui l'an dernier sur tous ces sujets. Moi, ce qui me pose problème, et pas qu'à Marseille, sur d'autres stades en France, puisque vous parliez aussi de la représentation qu'on avait du foot en France, c'est bord de terrain en fin de match, où c'est la foire à la saucisse, où tout le monde entre, où il y a un nombre de personnes incroyables qui mettent forcément du bazar et de la pression sur les arbitres. C'est ce qu'on voit des fois à des niveaux en France, mais dans des 5e, 6e ou 7e divisions. Honnêtement, ça n'est pas normal et tolérable, ça. Et ça n'a rien à voir, pour le coup, avec le fait que Mehdi Benacer ait un rôle crucial auprès de chaque joueur, dans le vestiaire, en entretien individuel la veille, le lendemain, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces images-là qui sont le plus choquantes. Et encore une fois, il n'y a pas que Marseille. Je l'ai dit pour Luis Campos, je l'ai dit pour Olivier Létang aussi. Mais je peux la comprendre, mais attention, je crois que ça fait partie du football. Et je crois qu'ici, c'est une différence de culture par beaucoup de gens que c'est énorme. On est habitué à ça dans le football italien. J'ai passé 9 ans dans le football italien. On ne dit pas ce qu'on faisait avec la Juventus en termes de pression. Non, une fois, j'ai joué en balance Juventus de Ligue des Champions. Pratiquement, je me frappe avec Pavel Nedved dans les tunnels. Et Pavel, c'est mon ami. Attention, que Pavel et moi, on est des amis très forts. Mais on cherche de jouer ces différents types de rôles. Naturellement, quand Pavel Nedved, il a beaucoup plus de force. Pas seulement physique, mais surtout pour la carature internationale, quand Pablo Longoria, à l'époque, directeur sportif de Valence. C'est un jeu aussi, ce type de jeu de pression que tu dois savoir contrôler comment tu les joues, dans une façon que soit saine. Parce que je comprends aussi l'image que tu donnes au football amateur. Attention, la figure de l'arbitre, spécialement dans le monde du football amateur, ça doit être respecté parce que c'est un métier très compliqué dans lequel la mesure de pression qu'il subit, c'est énorme. Et je tiens à dire ça publiquement parce qu'il faut que tout le monde aussi, on cherche de garder un certain type d'équilibre pour protéger le football amateur et tout le monde qui travaille dans le football amateur. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est inhérent au football professionnel de chercher des joueurs avec ce type de choses. Moi, j'ai limité les gens qui sont au tunnel à l'Olympique de Marseille. Je sais qu'il y a beaucoup de salariés chez nous qui ne sont pas contents, mais je ne veux pas beaucoup de gens dans les tunnels. Mais je veux que mon directeur sportif il soit en contact avec les arbitres, que mon coordinateur sportif aussi. C'est quelque chose que c'est inhérent et c'est quelque chose que le directeur sportif en Italie, en Allemagne, il est sur les bancs. Pourquoi? Parce que tu dois prendre des positions dans lesquelles tu dois protéger tes joueurs et ton coach.